On voit cette merveilleuse couverture et on accueille Joachim Turin. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'espère que tu vas bien en direct de la Suisse, s'il vous plaît. Ouais, oui, écoute, ça va bien. Merci de m'accueillir. Merci à tous. Alors, première information cruciale, et je te jure, on m'a posé la question pendant toute la semaine. Tu n'es pas bleu. Ouais, j'étais là au début du live. Non, non, je suis pas bleu. Voilà, c'est juste un délire avec le photographe. Mais non, voilà, C'est toutes les photos de la saison sont bleues. Mais C'est important de jouer avec l'image. On va en parler avec ton livre, parce qu'on est un peu là-dedans aussi. C'est important comme ça, quand on est auteur, d'attirer l'attention. Et je sais pas si vous avez vu toutes les publications pour annoncer la venue de Joachim ce soir dans la boîte. Les photos officielles sont bleues. Avatar, Schtroumpf, on ne sait pas trop, mais en tout cas c'est très beau ouais, visuellement. c'était le photographe. Il avait un néon et puis on s'est vraiment bien amusé pendant la séance photo. Voilà. J'étais en vert, j'étais en rouge, mais finalement c'est le bleu qui ressortait le mieux. Alors on a gardé le bleu. Alors, avant de parler de ton roman, Serial Netflix, vous voyez la couverture là juste à côté, faisons connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Vous pouvez évidemment jouer avec nous dans le chat, n'hésitez surtout pas, j'essaye de voir vos réponses au passage. Et on commence toujours par le livre de chevet. Si tu étais un livre sur ta table de nuit, lequel serais-tu? Et pourquoi en quelques mots? Et n'hésitez pas à me dire pour le son si tout va bien pour vous. Moi ça a l'air correct. Un livre de chevet, ça serait n'importe quel San Antonio peut-être, mais ceux avec Bérurier. Euh, voilà, c'est vrai que c'est avec San Antonio que j'ai mis le pied à l'étrier des polars et avec un certain humour, une certaine dérision. Donc, ouais, je mettrais bien. Il y a longtemps que j'en ai pas relu. C'est difficile à trouver maintenant. Ils sont plus tellement en librairie, mais ça serait un San Antonio. On retrouve un peu cet amour du jeu de mots dans le livre, hein, Serial Netflix, j'ai l'impression. Ça vient de là? C'est pas un hasard, je crois que tu réponds de ça. J'ai l'impression. Ouais, je ne sais pas si ça vient de là, mais c'est vrai que à pleine adolescence, quand j'ai commencé à lire, c'était les San Antonio. Donc forcément, ça m'a sûrement éduqué, ça m'a inculqué quelque chose, mais inconsciemment, inconsciemment. Si tu étais un format, parmi tout ce qui existe, poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, autre chose, Ouais, un grand format pour l'objet. J'aime bien les livres, donc pour l'objet, je serais un grand format. Après, pour lire, moi je suis un adepte de la liseuse. J'aime bien, on peut en prendre avec soi beaucoup de bouquins, c'est léger. Euh, et puis surtout, ce que je trouve, moi je lis dans le lit, avec la lampe de chevet, je trouve que avec la liseuse, on n'a plus l'ombre au milieu du livre. C'est un petit détail, mais c'est voilà. pragmatique. Mais J'ai goûté la liseuse et j'ai croché directement. salut OneLab, bienvenue. Je sais pas si je t'ai salué, mais je crois que oui, mais je ne sais plus. Bienvenue au cas où. Si tu étais une maison d'édition, ou la caractéristique d'une maison d'édition, qu'est-ce qui est très important pour toi et quelle maison choisirais-tu? Ouais, je veux pas citer de maison, mais je crois que je serais assez adepte d'une maison qui ose. Je crois que d'une maison d'édition qui ose, c'est pas évident au jour d'aujourd'hui. Elles ont leurs obligations et leurs impondérables, mais je pense qu'elles manquent un petit peu de courage à certaines. Donc voilà, peut-être une qui ose plus que les autres, elle me plairait bien. Si tu étais un rayon dans une librairie, tu Oh, te Polar, dirigerais par où? Polar. Polar. Voilà, il n'y a pas de si dans cette question, c'est directement au polar. Et Si tu uniquement étais... au polar. Et uniquement polar. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Oh, peut-être une carte de visite, le format d'une carte de visite, mais en métal, en inox, bien brillant, ou peut-être, voilà, un truc comme ça. Salut Nelly, bienvenue en direct dans la boîte. Ravi de t'accueillir. Si tu étais un personnage, cher Joachim, par voilà, des personnages qui existent, qui n'existent pas, de romans, de séries, de films, tout est Oh, possible. Budget oui. illimité. Largo Winch. Voilà, justement, tu parles de budget limité, bah, c'est ce qu'il a. C'est un aventurier, tout lui réussit.
Largo Winch. Est-ce que t'es aventure aussi chez toi? Oh, un petit peu comme ça. J'aime bien. Je suis parti souvent voyager sac au dos. Mais voilà, sans risque quand même dans les limites du raisonnable, mais un petit peu d'aventure quand même. Oui, un petit peu de hors sentier, battu. Si tu étais un temps de conjugaison. Ah, bah, peut-être un truc hyper compliqué, le subjonctif passé, juste pour savoir m'écrire facilement tout seul. Voilà, parce que c'est vrai que des temps comme ça, ils nous facilitent pas la vie. Ça, c'est sûr, t'as pas pris le plus simple. Si tu étais la bande-son de, par exemple, ce livre Serial Netflix, tu mettrais quoi comme morceau, comme groupe, comme instrument, comme genre? Il y aurait quoi comme bande-son à ce livre? Alors, je vais répondre en deux fois pour la bande son. En général, je mettrais celle de Peaky Blinders. Je crois que elle est magnifique cette bande son. Elle fait crocher le téléspectateur à cette série. Et puis pour le bouquin, c'est juste le to-doom de Netflix. Tu sais, Mhm. leur jingle caractéristique. Et c'est ces deux notes-là qui m'ont fait écrire ce bouquin. Donc pour ce bouquin, ça serait juste le to-doom de Netflix. C'est le déclencheur? Tu as un jour connecté ça à ta télé, tu t'es dit, je tiens un truc. Ça s'est passé comme ça. Ouais, c'était une soirée. J'allais regarder une série et puis si tu es abonné à Netflix, tu connais quand le N il disparaît et puis où il a toutes ces couleurs du visage de la couverture et ça fait tout le jingle Mhm. de Netflix. Et puis j'ai regardé mon écran, j'ai dit mais quelque part sur la planète, il y a une personne qui son job c'est d'écrire Touloum, ces deux notes. Et depuis là, bah, c'est parti. Je ne sais pas si tu en es arrivé à ce niveau-là dans le bouquin, mais à un moment donné, je parle aussi, il y a une personne sur Terre qui appuie sur le bouton pour déclencher les fusées. C'est quand même génial, comme job. Et après, je simplifie, mais Mhm. il y a des types qui écrivent Touloum, mais qui font décoller les fusées. Donc voilà, c'est dans cette idée-là que je suis parti pour écrire Netflix. Si tu étais un signe de ponctuation, et puis on reviendra au livre évidemment, juste après, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Tout va bien. Signe de ponctuation, le point-virgule, parce que je ne sais pas trop à quoi il sert. Voilà. Attention, alors, Cédric Cyr voulait le bannir à vie des claviers, parce que ça ne sert à rien. On a des gens ici dans le chat qui adorent les points-virgules, moi je ne comprends pas non plus. Je pense qu'il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat à faire. Graphiquement, il est sympa, mais pratiquement, je ne sais pas à quoi il sert. Voilà. Tu l'utilises quand même ou tu essayes d'éviter? Non, et si je l'utilise tout faux, parce que s'il existe, il aura bien une fonction et une place bien à lui, mais je ne sais pas laquelle c'est. Donc, je l'utilise quelques fois, mais sûrement tout faux. Et ça fait le tout doom. Ça reste hein, un En point, une plus, virgule. en plus. Si tu étais un verbe pour terminer ce petit portrait chinois littéraire, lequel serais-tu? Marcher. Marcher. Je marche beaucoup. J'essaie de marcher 10 kilomètres par jour. Chaque année, je pars sur le sentier de Compostelle, donc marcher. Et Zutrezut nous dit c'est vrai, le point virgule il est sympa, mais on sait pas à quoi il sert. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je l'ai évoqué, tu nous viens de Suisse. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ce soir et qui n'auraient pas encore le plaisir de te connaître? Un petit mot sur qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, enfin tout est libre, tu ne fais pas 40 minutes dessus parce que j'ai vraiment très envie qu'on parle du livre. Mais voilà, te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas, ça fait toujours plaisir. Alors, voilà, j'habite en Suisse, dans le Valais, juste à côté de la Haute-Savoie. C'est peut-être plus facile à localiser. Pas très loin du lac Léman, 15 km du lac Léman, entre Lausanne et Sion, à 50 km, au pied des pistes. Voilà, juste à ma gauche, il y a la frontière avec la France, donc la Haute-Savoie. Et puis en face, de l'autre côté, il y a le canton de Vaud. Donc voilà, c'est deux cantons suisses. Et moi, je suis voilà, dans le Valais. Et Voilà, sinon, Agrippine mari, nous dit... enfant. Excuse-moi. Bah, non, je disais, Agrippine nous dit, lorsque je lis les travaux de mon fils, j'ajoute souvent un ou deux points virgules.
Voilà, et n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous dire à quoi ça sert exactement. Enfin, on le sait, hein, en vrai, ne charriez pas, mais ça a quand même une utilité. Mais oui, c'est marrant ce débat sur les points virgules, j'aime bien. Et au-delà de où tu habites, tu voulais dire, je t'ai coupé, pardon. Oui, et puis sinon, je travaille dans un bureau d'ingénieur et je fais tout ce qui est marketing, digital et papier. Voilà. Ça ne m'étonne pas quand on voit ce qui se retrouve dans ce livre et autour. Une première question qui va te renverser par son incroyable originalité. On ne te l'avait jamais faite. Peux-tu nous dire de quoi parle ce roman, serial Netflix? Quel en serait le pitch si tu devais faire du marketing? Alors, ça se passe ici à côté, à la ville d'à côté de chez moi, à 4 kilomètres d'ici. Il y a un tueur en série qui sévit dans les rues, qui sème la terreur depuis 2 ans, et la police n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Tous les indices pointent vers le suspect idéal, mais quand même, ils n'arrivent pas à le mettre sous les verrous parce qu'ils n'ont pas la preuve irréfutable. Et puis en parallèle de ça, la compagne d'un des flics qui est sur l'enquête, elle est scénariste pour Netflix. Donc elle utilise l'enquête, les faits réels qui se passent à monter, et puis pour écrire sa propre série Netflix. Donc elle a les indices et puis les dernières nouvelles de l'enquête pour écrire sa série Netflix. Et puis ça c'est un petit peu un scénario ou un pitch un petit peu classique. Après, ma spécialité, c'est que dès le 3e chapitre, on sait qui c'est le coupable, c'est pas un secret. Et puis là, l'enquête ou le livre, l'histoire, elle prend toute sa saveur puisque nous, en tant que lecteurs, on est dans la tête du méchant, on sait pourquoi, on sait comment. Et puis toute la finesse, elle réside dans le fait de garder le suspense jusqu'au bout. Mais plus les chapitres avancent, plus on s'attache aux méchants. Voilà, et puis après il y a un dénouement qu'évidemment je ne vais pas expliquer, Non, mais surtout voilà, pas. c'est ma spécialité de passer du côté du méchant et de lui attirer la sympathie. J'ai évidemment des questions là-dessus, juste après. Mais au passage, bonsoir, hello Ellie, bonsoir, bonsoir, et salut Silou, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Silou 21, lire avec Ellie, bonsoir, ça me fait plaisir de vous voir par ici. Petite question, mais ça c'est pour moi, juste pour rigoler. Dans le premier chapitre, je l'ai beaucoup aimé celui-là, et les autres aussi, hein, je te rassure, mais celui-là m'a fait rire parce que on fait la connaissance d'un flic qui s'apprête à passer à la radio. Exactement. Est-ce que tu étais dans le même état que lui avant ton passage dans la boîte? Je me suis posé la question. Est-ce que tu peux nous expliquer cette première scène qui est très drôle, où on voit déjà le mélange de l'humour et du côté thriller, parce que évidemment c'est un thriller. Cette première scène, ce premier chapitre m'a beaucoup fait rire. Et je me suis demandé comment est-ce que tu t'étais préparé à ton passage dans la boîte? Est-ce que tu étais dans le même état que Alors, ce pas pauvre tout à policier? fait, pas tout à fait. J'ai un petit peu l'habitude des médias maintenant, mais je cache pas qu'il y a un quart d'heure, je tournais en rond dans le salon. Mon fils, il m'a même dit arrête de stresser. Après, la première fois que j'ai passé à la radio, c'est vrai que et c'est cette radio dont je parle, hein, et c'est même le même intervieweur, j'ai juste changé son nom. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu comme lui. Moi, c'était le soir. Là, l'officier NAMI qui passe le matin, mais il s'enfile 2, 3 cafés avant d'aller à la radio. Donc, c'est vrai qu'il stresse. Il téléphone même à ses parents pour obtenir un petit soutien moral. Euh, voilà. Alors, ce soir, j'étais pas comme l'officier NAMI, mais un petit peu quand même. Un petit peu. Tu vas chercher dans ton expérience aussi. Tu disais c'est un peu la radio dans laquelle tu as été, le journaliste avec lequel tu as parlé. On va chercher dans ce qu'on vit quand on est auteur. Toi, tu vas Ouais, puiser dans ton quotidien, passé, je, je présent. crois que voilà, c'est une partie de nous, donc forcément on écrit ce qu'on vit. Et puis même quand on connaît les auteurs, après il y a quand même des traits de caractère dans leurs personnages. Je pense que voilà, si on s'implique vraiment dans l'histoire,
c'est une partie de nous-mêmes qu'on écrit. Après, dans Serial Netflix ou bien dans tous mes autres bouquins, il y a quand même pas mal d'anecdotes que j'ai vécues ou que je connais et que je retranscris. Mais oui, il y a beaucoup d'autobiographies ou de faits réels. Si tu devais choisir un personnage de ce livre et nous le présenter, tu choisirais qui? Ça m'intéresse. C'est une question traditionnelle. Est-ce que tu prendrais l'officier Namik dont tu viens de parler ou quelqu'un d'autre? Et je pense que ça va être quelqu'un d'autre. je joue mon voilà, boule de cristal. J'ai bien aimé Nadja. C'est la patronne du bistrot, où c'est leur quartier général. Et puis, elle s'appelle Nadja dans le livre avec un J, mais dans la vraie vie, elle s'appelle Nadine. Elle existe vraiment. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de souvenirs. Elle tenait le bar où il fallait y aller quand on était jeune. Donc, voilà, les gens qui la connaissent, ils reconnaissent vraiment son personnage, son vrai personnage, sa personnalité. Dans le personnage du bouquin. Donc elle a un petit rôle, mais voilà, elle tient la baraque un petit peu. Et puis voilà, c'est ce personnage pour lequel j'ai le plus d'affinité. Après, je les aime tous, mais la patronne de bistrot, voilà, elle a ma petite préférence. Et c'est important de soigner les personnages secondaires qui ne le sont pas toujours d'ailleurs, hein. On croit que, mais c'est pas le temps de présence qui compte, c'est parfois une action ou quelque chose d'autre. C'est important de soigner les personnages. C'est quoi un bon personnage pour toi? Je sais pas, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure pour mon livre de chevet. Moi, dans les San Antonio, c'était Berrurier, mon personnage préféré. C'est pas forcément le héros, le super-héros, et je les aime pas tellement, les super flics qui sauvent le monde. Je préfère justement le côté obscur parce qu'on a beaucoup plus de liberté à leur faire des bêtises et à se marrer. Donc, c'est peut-être pas forcément les héros ou ceux qui sont au premier plan des histoires que je préfère. Ils sont souvent trop lisses ou voilà. Et un petit, mais comme dans tous les films ou dans toutes les séries, il y a un second rôle qui saute dans l'histoire, qui fait un petit gag et qui repart. Moi, c'est ce genre de personnage que je préfère. Et en parlant de personnages, il y a aussi la ville. L'intrigue, tu le disais, se passe à Montaix. Que dirait l'Office du tourisme sur ces petites villes si j'y entrais comme touriste? Parce que c'est... On le voit, hein, tu dis la patronne du bar existe, la scène de la radio existe, Montaix existe. C'est, pour les gens qui connaissent pas, c'est un personnage important aussi. C'est tout près de chez toi, tu le disais, 4 km. Tu dirais quoi aux gens qui connaissent pas, si tu gérais l'office du tourisme? Avec ce bouquin-là? Avec ce bouquin-là. Par rapport au bouquin? Par rapport au bouquin, oui. Ouais. Alors, il faut savoir qu'ici, dans la région, on a un humour un peu spécial, on a très piquant. On a un grand carnaval, il y a un journal satirique. Donc, c'est vrai qu'on a l'humour un petit peu méchant, mais qui est toléré et bien compris ici. Donc, je crois que l'Office du tourisme, il prendrait ça au second degré. Mais si on prend au premier degré, c'est vrai que je peins pas le meilleur portrait de la ville. Après, c'est une ville industrielle. Elle n'a pas bonne presse dans la région au sens un peu plus large que ça. Mais quand on la connaît, et puis aussi, je me suis documenté, j'ai été revisiter certains coins pour écrire ce bouquin. Et finalement, c'est une très chouette ville montée, mais il faut la connaître et puis un petit peu la visiter, la voir sous un autre angle. Et puis ben là, dans toute l'enquête, ils vont au château, ils vont au vieux pont, ils vont dans les petites ruelles, ils vont au bord des étangs. Donc, au premier abord, comme ça, c'est pas la plus jolie ville d'Europe, mais si on s'attache à la découvrir, elle cache beaucoup plus de secrets qu'on pense. Donc, et les lieux existent vraiment? Ce sont les... Voilà, les tous lieux... les lieux. Si Tous les demain lieux. je vais à Montaix, je retrouve ce que j'ai eu dans le livre. Oui, oui, oui. Ok. Et tu prends des notes comme ça, parce que donc ce sont des lieux où tu as sans doute visité. Tu fais comment? Tu prends des notes, tu prends ton petit dictaphone et tu dis, alors là j'ai vu un pont, un chien, le lampadaire est dirigé plus dans cette direction-là. Et ça se passe comment quand tu fais des repérages?
Bon, alors écoute, là, comme je t'ai dit, moi, c'est pas ma ville, mais c'est à 4 kilomètres, c'est où j'étais à l'école, c'est où j'ai fait mes premières expériences. Donc, je la connais par cœur, cette ville. Après, je me suis documenté pour tout ce qui est en quelle année le Gros Bellay il a suspendu quelqu'un à la fenêtre du château. Ça, j'ai dû me renseigner. Mais sinon, les lieux, je les connais suffisamment pour les avoir décrits par cœur, depuis la maison sans repérage particulier. C'est amusant pour un auteur de camper un méchant, de placer les lecteurs dans sa tête. Tu l'expliquais, on est assez vite au courant de l'histoire dans laquelle on a mis les pieds et les yeux. Est-ce que c'est amusant quand on est derrière tout ça, qu'on tire les ficelles? C'est amusant d'être cette Mais, personne mais qui campe un méchant. Tu l'es peut-être dans la vraie j'ai vie aussi, j'ai va lu savoir. ta bio et puis tu dis que tu aimes tuer les gens que tu connais pas ou qui n'existent pas Qui n'existe plutôt. pas, oui, pas que je connais pas. C'est pas Mais pareil. c'est jubilatoire de tuer quelqu'un. Et en plus, si tu lui fais mal et longtemps, il y a beaucoup de sang. Mais voilà, il faut y mettre la manière. Moi, voilà, quand il tue quelqu'un, il chante une chanson de Claude François. Donc, on peut tuer les gens dans les bouquins, hein, j'entends bien, on est bien d'accord. Mais on peut tuer les gens avec la manière, avec un petit peu d'humour, et puis voilà. C'est dès que je suis dans la tête du méchant que j'ai le plus de plaisir à écrire. Puisque on peut tout lui faire faire, on va tout lui pardonner. Dans les limites, quand on reste dans un bouquin, on s'entend bien. Mhm. Mais voilà, moi, dès que je commence à développer le personnage du méchant, il n'y a plus rien qui m'arrête. Surtout s'il est fou, et plus il est fou, plus je m'attache à lui. Et c'est facile de te mettre dans la peau de ce méchant pour le camper. Oui, oui. Est-ce qu'il faut un rituel pour devenir le personnage? Ou est-ce que c'est assez simple? Ça se passe comment? Après, moi, quand j'écris, quand je suis en processus d'écriture, c'est assez intensif. Et puis, donc, je suis dedans l'histoire, je suis plongé dedans. Je saoule ma famille avec mes personnages, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Donc, pour moi, il n'y a pas tellement de difficultés j'ai plus de difficultés à faire quelqu'un de gentil, ouais, de lisse, de parfait. Euh, j'ai pas rencontré de. Après, à les faire parler, c'est difficile, ou à leur donner de l'humour. C'est vrai que mon humour, je suis un adepte des blagues carambars, mais voilà. Jamais j'ai eu de peine à faire le personnage du méchant. Merci beaucoup, Bidule. Je te réponds plus tard, mais ça me touche beaucoup. On en reparle. C'est facile de mêler. Tu parlais meurtre, Claude François, et en même temps les blagues carambars. On se dit parfois que l'humour et le thriller, ça va pas spécialement ensemble. Moi, j'adore faire ça. L'humour noir, cynique, c'est quelque chose qui me parle. Je pense qu'à toi aussi, de ce que j'ai lu en tout cas. C'est un mariage qui apporte quoi pour toi entre ces deux éléments-là? Mais justement, moi, ça me permet, ou ça me soulage de leur faire faire des atrocités, mais toujours avec humour. Maintenant, je rencontre beaucoup de lecteurs qui ont lu mes bouquins précédents, et puis la majorité, ou ce qui en ressort souvent, c'est qu'ils se sont bien marrés à suivre mes personnages, tuer les gens. Vraiment, voilà, c'est un style, c'est un parti pris. Moi, je m'amuse, et puis je vois que ce que j'entends de l'extérieur, ça se ressent dans mes histoires. Voilà, mais il faut savoir le prendre au second degré. Bien sûr, vous ne savez pas, mais il y a beaucoup d'autodérision, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'anecdotes que moi-même j'ai vécues. Donc, voilà, il faut prendre au second degré, puis on s'amuse bien. Et si on prend au premier degré, où on n'arrive pas à prendre assez de recul, euh, oui, je conçois que mes histoires sont horribles. C'est un divertissement aussi. Ça soulage, comme tu disais, de tuer, de pas trop se tracasser. On est dans du livre, donc on peut tout se permettre. Et Ouais, ouais. mélanger des choses qui sont a priori
Après, bizarre. on m'a souvent dit, ouais, t'es fou, c'est brutal, c'est violent. Il y a certains livres, c'est encore plus violent, des viols ou bien même des histoires vraies, de harcèlement et tout ça. Euh, voilà, moi, ça reste de la fiction pour faire marrer les gens. Après, pas tout le monde y goûte, je suis d'accord, mais après, il y a la réalité, elle est souvent pire. Il y a certains bouquins qui parlent de viol, voilà, c'est pas plus drôle non plus. Mais est-ce qu'on est plus habitué à lire des viols que des psychopathes rigolos? Je sais pas, je sais pas. Est-ce que ça t'inspire le thème du crime parfait? Toi qui écris sur des crimes? Parce qu'on est dans la tête de quelqu'un qui est en train de monter des plans. On va être très très vague, hein, parce que on ne divulgage rien. Ici, évidemment, j'y tiens beaucoup, mais voilà, un tueur qui est en train de tuer, a priori, ne veut pas se faire prendre, et est en train d'imaginer ce qu'on appelle le crime parfait. C'est quelque chose qui t'attire, peut-être dans ce que tu consommes, puisqu'on est un peu dans le Netflix, avec les histoires que tu vois, que tu lis, etc. C'est quelque chose qui t'inspire, ce crime parfait. On entend Ouais, souvent parler. moi je suis admiratif devant tous ces serial killers par leur intelligence. Imagine, ils tuent pendant des années, des décennies, ils ne se font jamais attraper. Euh, je trouve ça génial. De nouveau, pas la finalité ou pas dans le fond, mais la forme, je trouve ça passionnant que quelqu'un puisse tuer ou que puisse plutôt échapper à la police pendant des années et des années parce qu'il a pensé à tout, au moindre détail. Oui, ça me passionne. Netflix, il y a comme un lien, tu le disais tout à l'heure dans le pitch. Oui, je sais, mes talents d'enquêteur vous impressionnent énormément. Elle représente quoi pour toi cette plateforme? Alors on disait c'est là que tout a commencé avec le Tonum, mais elle représente quoi pour toi dans la société 2023 actuelle? Netflix, c'est quoi pour toi, pour l'auteur que tu es, comme source d'inspiration ou pas? Ça Pas représente quoi? tellement comme source d'inspiration en tant que telle, mais pour moi, ça représente beaucoup de discussions entre les gens. Je trouve que maintenant, on entend partout, au café du commerce, au boulot, on entend souvent, et toi, tu regardes quoi sur Netflix? Donc, est-ce que ça fait disparaître la télévision? Euh, voilà, on parlait de médias tout à l'heure. Je vais bientôt passer à la télé nationale suisse parce qu'ils vont faire un sujet sur l'auto-édition. Et puis, le journaliste, il m'a dit, tu sais, la moyenne d'âge de la télé, donc la télé conventionnelle, c'est 62 ans. La moyenne, hein, donc ça veut dire que voilà, il y a 80 et puis 40. Mais est-ce que c'est Netflix qui a avalé tout ça? Voilà. Je trouve que Netflix ou toutes ces plateformes, elles ont pris une importance énorme dans notre civilisation ou dans notre culture maintenant. Si vous tendez l'oreille, c'est 10 fois par jour. Et toi, tu regardes quoi sur Netflix? Zut rezut, tu as tous les émotes de tous les âges, j'adore. Mais j'adore. Il y a un côté marketing quand tu penses à ce livre, quand tu imagines cette histoire. On voit bien, tu joues dessus et c'est bien normal. Et il y a le jeu de mots. Tu dis, ok, on est sur une tendance, bah, comme tu l'expliquais, la télé, la moyenne d'âge augmente très très fort. Je la voyais pas aussi haut, mais voilà, elle augmente, ça c'est sûr. Alors, il m'a Euh, dit en Suisse romande. Alors, je sais pas si, donc, chez la Suisse, la télévision suisse romande, je sais pas si le panel est bien explicite, mais en tout cas, ici, il m'a dit que la moyenne d'âge, c'était 62 ans et ça m'a impressionné tout de suite, quoi. Et c'est important de capter l'attention de tes lecteurs, futurs lecteurs, avec une référence qui parle à tout le monde, parce que la couve, elle parle à beaucoup de gens, ça c'est sûr. C'était aussi une volonté derrière, j'imagine. C'était une volonté, évidemment, mais le titre, il est venu après. Voilà, moi j'ai eu l'idée d'une scénariste qui utilise l'enquête de son compagnon. Voilà, après quelques chapitres, c'est vrai que je cherchais un titre. Moi j'ai besoin du titre pour écrire. Et Mhm. puis, ben voilà, série Netflix, et puis après, ben voilà, Flix.
voilà. Et puis Et c'est un tueur parti. en série. Voilà, c'est devenu naturellement. Après, c'est clair qu'avec la couverture, j'ai joué, mais j'ai demandé au graphiste, j'ai dit écoute, j'aimerais bien un visage avec les couleurs Netflix. Et puis il m'a dit qu'elles étaient pas faciles à trouver donc pour avoir les teintes des couleurs. Parce que c'est vrai que si on prête pas attention, on voit pas toutes ces couleurs quand le N il disparaît. Nous, on a l'habitude du rouge de Netflix. Mais si on regarde bien, voilà. Maintenant, quand on sait, moi je vois plus que ça. Mais quand le N il disparaît, il y a un arc-en-ciel derrière. Puis voilà. Puis lui, il a eu de la peine à trouver ses couleurs parce que c'est furtif, elles passent moins d'une seconde ou peut-être 2 secondes, je sais pas. Mais voilà. Tu rêves d'une adaptation de ce livre sur Netflix? Pourquoi pas? J'ai pas réfléchi. On m'a déjà posé la question et depuis, j'ai pas réfléchi non plus. Mais de voir mes personnages incarnés par quelqu'un, ouais, ça m'intéresserait. Mais voilà, c'est juste pour le kiff plus qu'autre chose. J'ai pas pensé à une adaptation. Non. T'imagines qui dans ce casting? Alors là, j'ai pas imaginé personne. Pour un autre bouquin, j'ai imaginé Gérard Darmon. Mais voilà, j'aime bien ce genre de personnage d'homme mature avec un charisme puissant. Mais c'était pour un autre bouquin, mais là, je sais pas, ils sont un peu plus jeunes. Guillaume Canet peut-être. Je sais pas, je suis pas très acteur. Je sais pas leur nom. Toi, tu ne Difficile à dire. jouerais pas dedans alors? Tu t'aurais pas envie de... Ah, je ferais volontiers, je crois que ça s'appelle un caméo. Mhm. Je ferais volontiers le passant anonyme qui passe au loin, qu'on voit pas, et puis qu'on est le seul à savoir que c'est nous. Voilà. Ouais, ça, je ferais volontiers si d'aventure le livre devait être adapté. Voilà. Je ferais le piéton qui traverse la route au troisième plan. Après un passage dans la boîte, tout le monde saura qui tu es, je pense. Eh Et ben, là, tant mieux pour toi. surtout la TV nationale, j'ai envie de dire. Euh, dans ce livre, dans le pitch aussi, et dans la ville, tu parlais du carnaval. J'ai l'impression que ça aussi, c'est un personnage amusant de ce livre, puisque il y a des règles un peu spéciales dans ce carnaval. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple, sans trop en révéler? Ce Alors, je carnaval, moi, sais m'a beaucoup intéressé. Je ne sais pas ce que tu sous-entends. Après, Carnaval, ici, c'est une institution. Donc, Mhm, la ville, toute la région, elle vit que pour ça. mhm. À l'entrée de la ville, il y a un panneau qui décompte les semaines. Donc, la semaine après Carnaval, quand on rentre dans la ville, c'est marqué plus que 52 semaines. Voilà, pour se donner une idée de l'importance que Carnaval a dans la ville de Monté. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles pendant presque une semaine en ville, où tout le monde se permet beaucoup de choses, puisqu'on est un petit peu déguisé sous les masques. Et puis, il y a un immense chapiteau où, je le dis dans le bouquin, aux alentours de minuit, bah, il y a une espèce de magnétisme qui se dégage de cette cantine, comme on l'appelle. Et puis tout le monde va là-dessous. Et puis voilà, jusqu'à 5 heures le matin, c'est carte blanche. Voilà. Du reste, la tradition veut que le président de la ville donne les clés de la ville au prince du carnaval, qui est intronisé avec toute une cérémonie. Euh, voilà, ça, on est vraiment dans la tradition séculaire. C'est fascinant, les masques. Et le fait d'être anonyme et pas de règles. En fait, quand je lisais, moi, ça. Au début, en tout cas, je vous dis pas, j'ai pensé au film La Purge, enfin The Purge en anglais, où il y a plus de règles, où voilà, on fait ce qu'on veut. C'est pas du tout ça, mais c'est fascinant, les masques, de se cacher, de faire ce qu'on veut. Et dans ce livre, évidemment, on est Mais un voilà, peu. je crois que c'est fascinant d'être quelqu'un d'autre. Peut-être que toi et moi et beaucoup d'autres, on a de la facilité à transcrire ça par les mots, mais ceux qui n'ont pas, bah, ils se déguisent en Lucky Luke ou en prisonnier ou en Zorro pendant le carnaval et ils sont un autre personnage. Donc, comme toi, quand tu écris tes bouquins, voilà,
c'est une faculté. Je pense que c'est ça qui est fascinant, c'est pour l'espace d'un instant, être quelqu'un d'autre. Et puis de pouvoir faire quelque chose que nous, on ne fait pas. En vrai. Question de bidule. Joachim, désolé, je ne vous connais pas encore, mais tu seras peut-être bientôt dans les bibliothèques de Vendée. Toi aussi, je voulais savoir si ce livre est une série de plusieurs tomes, ou si c'est un one-shot. Serial Netflix, c'est un one-shot. Tous mes bouquins, enfin, j'ai écrit 6 bouquins. Dans ces 6, il y a une trilogie. Donc, par définition, il faut lire les 3. Autrement, à côté, il y a 3 one-shots, dont Serial Netflix est complètement tout seul, indépendant. Il commence et il se termine. On sait tout. On l'évoquait, beaucoup de références à la télévision, il y a des slogans publicitaires, il y a des séries de télé, particulièrement les séries télé. Tu es un enfant de la télé, toi? Ça vient d'où tout ça, toutes ces références? Parce que moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs. C'était très chouette. Au passage, quand on lit, on profite en plus de ça. Ça rappelle des souvenirs, des slogans publicitaires. Tu disais, on dévoile rien de plus. Un tueur qui chante du Claude François, ok. Et on connaît la chanson et on se dit, tiens, dans ce contexte-là, c'est particulier. Est-ce que tu es un enfant de la télé et c'est quoi l'intérêt pour toi d'aller jouer avec toutes ces références très très variées qui, à mon avis, font plaisir au lecteur au passage? Alors, je suis un petit peu vicieux, enfin, je suis taquin, et puis je sais, le slogan publicitaire auquel tu fais référence, c'est pas un secret, c'est Calgon. Et puis mon idée, mon but là, c'était de mettre dans la tête du lecteur le slogan que les machines durent plus longtemps avec Calgon. Et puis ben voilà, c'est mon plaisir. J'espère que maintenant, toute la nuit, ça va vous courir après la musique dans la tête, que les machines durent plus longtemps avec Calgon. Et c'est le but de Gabin. Il veut saouler l'officier Namique avec ce slogan. Voilà, c'est nouveau des blagues à 2 balles, carambar, qui moi me font marrer. Et puis j'ai eu des retours où c'est vrai qu'après le slogan, il a couru dans la tête des lecteurs toute la journée. Donc moi je suis content quand ça se passe comme ça. Voilà, c'était le but. T'aimes bien manipuler les lecteurs? Pardon? Tu aimes bien manipuler les gens qui te lisent? Ben oui, oui, c'est le but. C'est bon enfant. Ah oui, il n'y a rien de méchant là-dedans. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, mais c'est tout des trucs que toi, voilà, tu viens de le dire, ça t'a rappelé plein de souvenirs. Donc, c'est notre jeunesse, notre enfance peut-être, selon les âges. Mais c'est génial. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir de taquiner les lecteurs comme ça. Et puis, si le slogan, il tourne en boucle dans leur tête, ben, c'est la cerise sur le gâteau. Et tu ris tout seul chez toi en imaginant les lecteurs avec ce slogan en tête? Oui, oui, je ris tout seul en écrivant. Il faut savoir que moi j'écris à la main, donc ça prend pas mal de temps, enfin pas mal de temps, ça prend un peu plus de temps qu'au clavier pour écrire une phrase. Donc quand je commence la phrase, puis j'arrive au bout, j'ai bien rigolé. Voilà. Oui, je me suis surpris à rire tout seul de mes sottises. Oui. On entend beaucoup d'auteurs dire que c'est un travail, on a l'air de passer des bons moments, mais c'est un travail, on doit se concentrer quand on écrit, on est seul. Toi, ça a l'air d'être plutôt divertissant. Quand je t'entends, t'écris à la main, ça c'est de plus en plus rare. Moi, je fais les deux. C'est encore plus Ouais, bizarre. alors moi j'adore ça pour deux raisons. Je trouve que voilà, on est plus dedans. Comme j'ai dit, ça prend plus de temps que taper sur des touches. Et puis maintenant, avec toute cette bibliographie, ce qui me rend le plus fier, c'est que j'ai les manuscrits. Et puis ils sont dans une armoire, j'ai 6, 7, 8 cahiers qui sont remplis les pages sont noircies de mon écriture. Et puis ça va rester par rapport à un fichier Word qui un jour il va disparaître ou qui est dématérialisé. Donc voilà, pour ces deux raisons, on est plus dans l'histoire et puis le souvenir, je préfère écrire à la main. Il y a encore une originalité en plus dans ce livre, c'est tout à la fin, un QR code à flasher. Il mène à quoi ce QR code? Tu peux nous en dire un mot? Oui. Alors moi j'aime bien
travailler avec des gens qui ont du talent. Pour la couverture de mon précédent, j'avais été maquillé pendant 3 heures et demie. Et puis là, par Kenza, donc le maquillage. Et puis là, comme il est question d'une série Netflix, bah, toute bonne série, elle a un générique. Donc à la fin du livre, il y a un QR code qu'on flash et puis on va pouvoir écouter une vraie chanson interprétée par Laura, une jeune chanteuse de ma région qui a 18 ans. Et puis la chanson, elle parle de l'histoire, donc c'est un petit peu la conclusion du bouquin en chanson. Et puis, donc elle chante avec son ukulélé, et puis la musique, elle a été composée par Diana, donc une guitariste et musicienne de talent avec qui j'ai travaillé quelques années. Donc, quand j'ai eu l'idée de faire ce générique, si on veut, à la fin du livre, j'ai recontacté Diana. Et puis, moi, j'étais à l'école avec la maman de Laura. Et puis, sa maman, Sabine, elle a partagé une chanson de sa fille, enfin, une chanson que sa fille chante. Et puis, je l'ai contactée tout de suite. J'ai dit, écoute, j'ai entendu Laura chanter, il faut qu'elle chante pour moi. Voilà, ça a été des coups de foudre artistiques entre Kenza et puis Laura et Diana. Et l'envie de collaborer, toi tu as écrit les paroles, si je dis pas de bêtises, Oui, de ce générique. C'est vraiment une collaboration. C'est important de donner des petits plus comme ça, d'être créatif, puisqu'on est des créatifs quand on écrit. C'est oui, important pour toi de surprendre et d'offrir des petits cadeaux bonus comme ça. ouais, ben oui, moi c'était surtout donner un coup de pouce aux jeunes artistes. Kenza, quand elle m'a maquillée, elle avait 16 ans. Laura, quand elle a chanté, elle devait avoir 17, 18 ans. Si nous, les plus anciens, on leur donne pas un coup de main, qui va leur donner un coup de main? Moi, ça m'a fait plaisir de leur donner un petit peu d'exposition. Elles ont eu plaisir à faire quelque chose, parce que, par exemple, Kenza, elle se maquille sur elle-même. Là, je crois qu'elle a eu plaisir à maquiller quelqu'un d'autre. Laura et Diana, elles ont interprété et composé. Voilà, moi, dans ce sens-là, ça m'a fait plaisir. Après, c'était contextuel. Comme j'ai dit, il est question d'une série Netflix, donc toute série a un générique. Voilà, il sort pas de nulle part, il a sa raison d'être là à la fin du bouquin. Et puis en plus, il conclut l'histoire d'une façon un petit peu originale. Tout le monde y gagne, et les lecteurs aussi, et ça c'est beau. Question. Oui. C'est très vague, puisque je vois que le temps avance, mais c'est une question qu'on posait ma petite oreillette. Vous êtes fou. N'hésitez pas à venir avec nous dans le chat, c'est encore plus facile. Et en parlant de facile, est-ce que c'est facile pour un auteur suisse d'être lu dans les pays voisins, comme la France, la Belgique? Est-ce que c'est facile de passer ces frontières-là, d'être lu, de venir en salon? Ça se passe comment? Oh, c'est très dur, c'est déjà difficile de sortir de son cercle de connaissances. Après, c'est clair qu'il y a les réseaux sociaux, c'est clair que les bouquins, on peut les acheter chez Amazon, on peut les commander en librairie. Euh, le commerce, il est devenu facile, c'est de se faire connaître qui est dur, parce qu'une fois on est sorti du cercle de connaissances, quand on a vendu un bouquin à son cousin, à son collègue, c'est difficile de dépasser cette frontière. Après, moi, j'ai eu de la chance avec la trilogie qui est sortie pendant le confinement. Si vous vous rappelez, on n'avait pas grand-chose à faire, donc il y a beaucoup de monde qui passait son temps à lire. Donc à ce moment-là, ben, voilà, j'ai pu passer les frontières, et puis après, j'ai été invité assez rapidement à un salon du livre à Charleroi, qui n'a jamais eu lieu à cause du Covid. Et puis voilà, maintenant je suis presque plus lu enfin je suis plus lu en France, en Belgique je sais pas trop, qu'en Suisse. Parce qu'en Suisse c'est encore plus difficile, comme je suis auto-édité, on peut pas commander mes bouquins dans les librairies, donc voilà, il faut démarcher les librairies. C'est presque plus difficile en Suisse qu'en France et Belgique, je peux pas trop dire. Après, je sais au Canada, voilà, il y a aussi par Amazon. Mais ça, c'est tous les auteurs, hein, on peut être commandable là-bas. Mais c'est difficile de.
je pense que le plus difficile, c'est de sortir de ce premier cercle. Après, ben, de fil en aiguille, on a des relations, des contacts, mais sortir du premier cercle, c'est difficile. Si le génie de la boîte, ce n'est pas moi, t'accordait un vœu, tu lui demanderais quoi? Budget illimité. Tadam! Ça serait pas quelque chose de matériel, franchement, ça serait pas quelque chose de matériel. Peut-être, allez, une inspiration infinie ou fluide, voilà, voilà, que je puisse prendre le stylo et puisse écrire non-stop. Ça pourrait être ton activité principale, juste écrire. Ça représente quoi sur ta semaine, ta journée, on demande? Est-ce que c'est ton seul métier pour les gens qui n'étaient pas là tout au début? Non, je travaille, j'ai un temps plein à côté, mais moi c'est assez compulsif comme j'écris. Il y a un long moment de gestation, et puis après, dans ma tête, sans prise de notes, sans rien du tout. Et puis après, quand je prends le stylo, ça sort tout seul, c'est 4, 5, 6 chapitres à la suite. Et puis après, j'écris sur une période de quelques mois, 2, 3 mois, 3, 4 mois plutôt. C'est pas une activité régulière. Je sais qu'il y a des copains qui écrivent tous les jours, même une phrase. Non, moi j'écris pas en bloc, tout d'une fois. Quels sont tes projets? C'est un peu la question traditionnelle pour la fin de cette émission, mais que nous réserves-tu? Comme je suis en pleine gestation. J'ai tiré une ficelle là que je suis en train de filer pour faire une belle pelote. Mais jusqu'à Noël, après, ça c'est pour ce qui est écriture. Après, jusqu'à Noël, j'ai plein de salons, j'ai plein d'événements, donc je suis assez occupé. Après, le début de l'année prochaine, ça se calme un peu. Puis après, ça reprend au mois de mars avec le salon du livre de Genève. Je serai à une table avec David Ruiz-Martin, que tu as reçu il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui. Donc voilà, j'espère début de l'année prochaine, entre janvier et mars, j'espère que ma gestation actuelle, elle sera terminée et puis je pourrai passer à la phase écriture proprement parlée. Voilà, parce que jusqu'à Noël, franchement, ça va être difficile de se dégager du temps pour écrire. Parce que comme j'ai dit, quand j'écris, c'est 8 heures, c'est les week-ends entiers, quoi. Je fais plus que ça quand j'écris. Une autre vie pour nous raconter des histoires. C'était un vrai plaisir de parler de tout ça. J'espère qu'on a donné envie. Alors, question de bidule au passage, hein, qui imagine que tu lis évidemment des collègues et demande quel est ton auteur préféré ou tes auteurs préférés, ceux qui ont inspiré. Donc, il y a déjà tous les San Antonio. Oui, Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Comment ils s'appellent ils font à moitié du fantastique. Ils sont deux là. J'ai perdu leur nom. Ils ont écrit le. Bref, ce qu'il y a, c'est que j'aime plus tellement nommer ou citer mes copains parce que j'en oublie chaque fois un. Alors j'ai pas envie de froisser les autres. Donc je prends les auteurs du commerce, mais Preston et Shield, voilà, c'est eux que je cherchais. J'aime assez, il y a un petit peu de fantastique, mais évidemment Stephen King particulièrement, j'ai adoré, j'ai avalé son bouquin de Kennedy, là, je sais pas, le titre c'est une date, la date de l'attentat, là, l'assassinat. Mais voilà, après, il y a tellement d'auteurs que je rencontre tous les week-ends, c'est difficile de les citer, c'est pour ça que je les cite plus. Mais il y a des coups de cœur, et puis il y a tellement de plumes à découvrir. C'est difficile d'en citer qu'un. Je te laisse évidemment le mot de la fin pour conclure ton passage parmi nous. Qu'as-tu envie de nous dire avant de refermer
le couvercle de la boîte. Tous les lecteurs continuent à lire, hein, que ce soit mes bouquins ou ceux des autres. Je pense que c'est important de lire. Ça ouvre des perspectives ou l'imagination que la télé ou que ce qu'on nous impose nous laisse plus. Et puis à toi, écoute, moi je te regarde régulièrement quand je peux et je trouve que tu mènes ta Gentil. barque vraiment bien. Donc continue et j'ai vu que dernièrement tu t'expatries. Donc voilà, je te souhaite plein succès à ton émission. Euh, Tu mérites ce qui t'arrive. C'est très gentil.